Bonjour à tous. Je m'appelle Samuel Legros. Je suis chargé de recherche et de plaidoyer à la CNAPD. Tout le monde m'entend? Parlez là. Oui. Voilà. Quand on parle des armes nucléaires, on concentre souvent le débat sur l'aspect politique de ces armes en termes de dissuasion et de politique de puissance. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de commencer l'après-midi par s'arrêter un moment et se rappeler à quel point les bombes nucléaires dont on parle aujourd'hui et dont on va continuer à parler jusqu'au 20 octobre sont des armes absolument inhumaines. Alors pour ce faire, on a invité tout d'abord Arielle Denis, qui est coordinatrice pour l'Europe et le Moyen-Orient de the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Et justement, la campagne ICANN que Arielle représente aujourd'hui veut mettre l'accent justement sur les conséquences humanitaires totalement catastrophiques de l'arme nucléaire pour rappeler, en dehors de tout le débat politique, à quel point la nécessité de désarmer le monde des armes nucléaires est une urgence humanitaire. On a aussi invité Éloi Glorieux, qui est responsable de la campagne énergie chez Greenpeace Belgique, qui vous parlera, lui, des conséquences environnementales et d'une explosion nucléaire. Ensuite, on passera la parole à Frédéric Casier, qui est conseiller en droit international à la Croix-Rouge de Belgique, et qui reviendra sur la violation du droit international que pose la présence des armes nucléaires ici en Belgique et dans le monde en général. Voilà, donc chaque intervenant va parler pendant un quart d'heure. Ensuite, il y aura un petit quart d'heure pour vous permettre de poser les questions qui vous brûlent les lèvres. Si on n'a pas assez de temps pour répondre aux questions, le débat d'après et surtout le débat qui finira dans le débat politique vous permettra de prendre la parole que vous n'auriez pas pu prendre plus tôt. Voilà. Je donne directement la parole à Arielle et je remercie évidemment les trois intervenants d'être là aujourd'hui et je vous remercie vous aussi d'être venus cet après-midi. Bonjour, je ne sais pas si le PowerPoint là, c'est un autre. Bon, tout d'abord, voilà, excusez-moi, je parle que français, donc je suis désolée pour tous ceux qui ne l'entendent pas. Je suis très contente d'être ici et je salue mes amis, les organisations partenaires de la campagne ICANN en Belgique et je remercie vraiment de cette invitation et de tout le travail qu'ils consacrent à réveiller l'opinion publique pour la mobiliser sur cette question tellement importante. Alors, voilà, ça vous savez, hein, quand on passe, Anne-Marie a parfaitement rappelé les grandes notions sur les armes nucléaires. Donc il existe toujours 17 000 têtes nucléaires, 9 pays possèdent l'arme nucléaire alors que 184 autres ne l'ont pas. Donc on suit. Alors voilà dans quel paradigme aujourd'hui se déploie l'arme nucléaire. Et toutes ces complexités mènent à une seule tribune internationale, qui est le traité de non-prolifération et la conférence du désarmement. Donc là, c'est la situation, si vous voulez, dans laquelle on est aujourd'hui. Donc l'arme nucléaire est réputée la plus dangereuse de toutes les armes. Donc régulièrement, en particulier depuis le discours d'Obama en 2009 à Prague, tous les pays, y compris ceux qui ont l'arme nucléaire, disent à quel point ils sont attachés à construire un monde débarrassé de l'arme nucléaire. Mais en général, ils rajoutent quand les circonstances le permettront. Donc quand est-ce que les circonstances vont le permettre? Attendez, restez sur la... Voilà. Donc évidemment, depuis la naissance de l'arme nucléaire est née dans un contexte très particulier qui est celui des grands génocides de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est née de ça. Aujourd'hui, évidemment, en 2013, avec le monde interdépendant tel qu'on connaît, avec heureusement les progrès du droit international humanitaire en particulier, les armes nucléaires apparaissent comme vraiment des reliques
d'un passé cauchemardesque et révolu. Ensuite, les armes nucléaires, je crois qu'Anne-Marie l'a rappelé aussi, coûtent 100 milliards de dollars par an. 100 milliards de dollars par an, alors que, par exemple, on n'arrive pas à remplir les objectifs du millénaire pour le développement, et qu'il nous manque chaque année 30 milliards seulement pour le faire. Le déni démocratique, on s'agit 9 pays qui possèdent l'arme nucléaire contre 184, avec cette idée que, y compris dans ces 9 pays qui ont l'arme nucléaire, jamais l'arme nucléaire n'a fait l'objet d'une consultation nationale, d'une volonté exprimée par les citoyens, mais a toujours été l'œuvre d'une petite poignée de gens qui étaient au courant de ce qui était en train de se faire, et un beau jour, il y a eu un essai nucléaire, et ça s'est fait dans le plus grand silence. Et puis, l'impact humanitaire, donc ça on va en reparler, l'impact humanitaire et environnemental des armes nucléaires. Alors quand on parle de lignes rouges franchies avec l'utilisation d'armes chimiques dans une capitale comme Damas, tout à fait normal de parler de lignes rouges franchies, effectivement c'est absolument horrible d'utiliser des armes de destruction massive contre des peuples. Mais qu'en est-il donc de l'arme nucléaire? Où est la ligne rouge avec une arme nucléaire? Donc, l'image d'après, c'est cette contradiction permanente dans laquelle on est, qui montre bien qu'ils sont quand même sur la défensive, hein, les pays possesseurs d'armes nucléaires, avec cette idée de dire ben, oui, il faut absolument qu'on construise un monde sans armes nucléaires, et en même temps, de l'autre côté, on investit sans cesse pour les armes nucléaires des années 2080, 2100, etc. Donc comment y mettre fin? Comment mettre fin à cette escalade? Autre slide ici. Donc le coût, j'en ai parlé, donc voilà ce qui est dépensé chaque année dans chaque pays. Alors ça, c'est... Je crois qu'on prend conscience de plus en plus qu'on habite dans un monde fini et qu'il y a des choses qui seront irréversibles. Et l'usage d'armes nucléaires fait partie de ces choses irréversibles qu'on ne pourra pas soigner, qu'on ne pourra pas réparer. L'usage d'une seule bombe atomique sur une capitale va infliger au monde entier, à son système économique, à l'environnement, etc., des dommages irréversibles. Et donc, quand on commence à être sensibilisé aux questions environnementales, la présence d'armes aussi destructrices semble totalement aberrant. Alors qu'il suffirait, contrairement par exemple au changement climatique dû à l'usage de la voiture ou d'autres modes de production qui sont compliqués vraiment à mettre en place des législations. En ce qui concerne l'arme nucléaire, il suffirait d'un traité et de la destruction de ces armes pour éviter ce danger, ce problème. Voilà, donc ça c'est pour mettre en valeur la grande diversité des États du monde. Donc tous les États en bleu font partie des zones exemptes d'armes nucléaires. Donc ce sont des États qui se sont engagés, ils sont 115, à ne jamais chercher à obtenir d'armes nucléaires et à faire de leur continent ou de leur région des zones exemptes d'armes nucléaires. Et puis on a 9 États qui ont l'arme nucléaire. Ensuite, alors pour parler des conséquences humanitaires des armes nucléaires, il faut se souvenir, il faut savoir ce qu'est une bombe atomique. Donc là, c'est un impact d'une bombe atomique de 100 kilotonnes à l'instant exact de l'explosion sur Manhattan. Donc là, tout ce qui est dans la zone rouge est totalement vaporisé. Ensuite, dans cette zone, tout ce qui est inflammable, organique, mais aussi également le métal ou le bois, le plastique, les gaz, tout ce qui est dans cette zone-là va s'enflammer parce que la chaleur va être supérieure à 800 degrés. Vous voyez où on est déjà. Hein. Donc le troisième
cercle. Donc là, tout ce qui est debout encore, et qui n'a pas été vaporisé par le premier impact, va petit à petit être gagné par l'effet de souffle, et la plupart des immeubles vont s'écrouler. Évidemment, les gens vont être à l'extrême périphérie, vont être aveuglés par l'éclair de la bombe. Les gens vont être affectés par les brûlures, parce que dans cette zone-là, tout ce qui brûle, évidemment, va absorber l'oxygène, donc il va y avoir des problèmes terribles pour les quelques survivants. Voilà, donc c'est ça une bombe atomique, et ça c'est une seule bombe atomique. Et ce qui est en train de se produire à l'échelle des États et des grandes institutions et organisations comme la Croix-Rouge et les grandes organisations de l'ONU, c'est à nouveau la prise de conscience que l'arme nucléaire n'est pas seulement un symbole politique, elle est aussi l'arme la pire que l'homme ait jamais inventée. Et donc cela a fait l'objet d'une conférence d'État qui a eu lieu à Oslo en mars dernier, où 130 gouvernements étaient représentés et où ont été présentées à cette occasion les nouvelles études avec les nouveaux modèles dont on dispose aujourd'hui par rapport à l'impact d'une seule bombe atomique. Et la conclusion de cette conférence a été: il est impossible à un État ou à une organisation internationale de venir en aide de façon satisfaisante à une population victime d'une seule bombe atomique. Nous ne disposons pas des systèmes, si vous voulez, de secours suffisants pour ça. Voilà. Donc, la phrase d'après qui vient, et qu'on voudrait bien que les États prennent en charge, c'est la seule façon d'empêcher cela de se produire, c'est de prévenir l'usage des armes nucléaires. Alors, on va passer à la slide suivante. Donc là, ce qui a été également modélisé de façon récente et qu'on trouve sur ce site-là ou sur d'autres sites, c'est la modélisation d'une guerre nucléaire limitée qui impliquerait l'Inde et le Pakistan, que vous savez que ce sont deux pays qui ont aujourd'hui l'arme nucléaire et qui se font la guerre à la frontière du Cachemire depuis des années et des années. Et donc, une guerre nucléaire entre ces deux pays, donc évidemment, outre les millions morts instantanés d'une telle guerre, avec la suie qui viendrait directement dans l'espace, qui monterait dans l'espace suite aux incendies sur les villes qui seraient touchées par ces bombes, et bien la suie petit à petit envahirait la stratosphère et viendrait occulter les rayons du soleil, créant ce que vous avez peut-être en mémoire pour ceux qui avaient déjà suivi ces découvertes dans les années 80, une forme d'hiver nucléaire. Donc on occulte les rayons du soleil, et ce pour une période au minimum de 10 années. Et donc la conséquence directe d'une guerre nucléaire limitée à deux pays, dans une région éloignée de l'Europe par exemple, eh bien, c'est que l'agriculture, parce que l'agriculture sur tous nos continents va être affectée, puisque du fait que les rayons du soleil sont occultés, la température moyenne va chuter de 1 à 2 degrés. Et donc la période de croissance des plantes va s'amoindrir, avec des différences considérables selon les continents. Et par exemple, on sait que la production de riz va baisser de 30% pendant 10 ans. Or, les réserves de nourriture de la planète sont égales à 20, 40 jours, vous savez mieux que moi, mais pas plus que 2 mois. Donc évidemment, les personnes qui déjà vivent en état de sous-nutrition vont être directement affectées, et c'est pour ça que cette étude des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire, le résultat de cette étude porte à 1 milliard de victimes indirectes dues à la famine qui suivrait une telle guerre nucléaire limitée. Donc évidemment, ça signifie que le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, même avec une guerre nucléaire limitée, serait totalement bouleversé, parce que ne serait-ce que les approvisionnements en matières premières, en ressources qui viennent des pays affectés par la famine, vous voyez ce que je veux dire, comment faire venir le pétrole du Gabon, si
ces pays sont en guerre pour les... Vous voyez, les gens sont en guerre pour réussir à survivre ou sont affectés par les épidémies qui viennent avec les familles. Donc évidemment, le monde serait complètement bouleversé. Donc la question est, est-ce qu'on peut risquer cela? La slide d'après. Voilà, c'est quelques exemples de baisse de température qui suivraient une guerre nucléaire, même limitée. Donc on imagine bien que c'est vraiment complètement différent. Également, ça affecterait les précipitations. Merci de changer, on passe à... Voilà. Donc ce qui a été vraiment intéressant à Oslo, c'est de voir que d'un côté, les conséquences humanitaires de ces armes sont devenues le centre à partir duquel les États recommencent à réfléchir à l'arme nucléaire et à la façon de s'en prémunir. Et le deuxième aspect qui était vraiment important à Oslo, c'est qu'un certain nombre d'États ont compris que la seule façon de changer la donne, eh bien, c'était de changer les règles du jeu. Et ça, c'est le moment dans lequel on est aujourd'hui. À Oslo, le Mexique a annoncé qu'il organisait une conférence de suivi pour continuer à réfléchir aux conséquences de ces armes nucléaires, avec comme consigne de réfléchir en dehors des institutions déjà existantes, c'est-à-dire le traité de non-prolifération et la conférence du désarmement, à comment on fait face à ce danger, non plus en s'adressant simplement aux pays nucléaires, mais en mettant tous les acteurs à contribution, c'est-à-dire l'ensemble des États qui doivent cette responsabilité de protéger à leur peuple, les grandes organisations humanitaires, et puis évidemment la société civile. Et c'est là que une campagne comme la campagne que j'anime est importante et qu'elle essaye de mettre en mouvement dans le monde entier, puisqu'on a des correspondants dans 80 pays, une véritable mobilisation nouvelle de la société civile pour dire ces armes sont incompatibles avec l'humanité et avec son avenir. Il faut absolument mettre en œuvre un instrument nouveau, contraignant, pour en finir avec ces armes. Et ce que nous préconisons, ainsi que d'autres organisations comme la Croix-Rouge internationale, c'est de mettre au point un nouvel instrument légal international. Et nous, évidemment, comme on est la société civile, on veut aller jusqu'au bout et dire ce qu'on veut. C'est un traité d'interdiction des armes nucléaires qui soit discuté et commencé à négocier dès demain avec les États qui le voudront bien, en s'inspirant des modèles qui ont porté leurs fruits récemment, comme le traité sur les bombes à sous-munitions ou le traité sur les mines antipersonnelles, qui ont mis à contribution une dynamique, une synergie qui implique à la fois les gouvernements des États qui veulent y aller, les grandes organisations humanitaires et la société civile, c'est-à-dire vous tous, dans une dynamique qui va nous permettre de mettre au point un nouvel instrument qui stigmatise ces armes, qui crée une nouvelle norme, qui est de dire que les armes nucléaires, non seulement ne sont pas des outils de puissance, mais elles sont condamnables au même titre que les armes chimiques, ou les armes biologiques. Elles doivent avoir leur convention d'interdiction, et cette convention d'interdiction, eh bien, on va la rendre à ce point contraignante que les pays qui ont des armes nucléaires vont la rejoindre. Et ce qui nous permet de contourner l'impasse dans laquelle on est avec le traité de non-prolifération et la conférence du désarmement. Voilà, donc c'était pour vraiment vous lancer cet appel à participer à ce nouvel élan et à vous dire qu'il y a de l'espoir, puisque la conférence de Mexico en février va mettre ça sur la table, et qu'il faut absolument que la Belgique soit présente avec une représentation de haut niveau, et avec le mandat que vous donnerez à vos représentants, c'est-à-dire un mandat fort pour aller jusqu'à l'interdiction des armes nucléaires. Merci. Je laisse directement la parole à Frédéric Cassier, qui, je le rappelle, est conseiller en droit international à la Croix-Rouge de Belgique. Voilà, merci Samuel. Je vais ici en fait aborder deux questions
en fait, dans le cadre de mon exposé. Une première question va être consacrée à l'assistance humanitaire face à l'impact nucléaire, mais également aussi, dans un second temps, je vais aborder la question de la compatibilité de l'usage des armes nucléaires avec les règles du droit international humanitaire. Alors, au préalable, peut-être juste une petite remarque préliminaire. Si vous pouvez juste passer la première slide, merci. Il y a deux raisons essentielles pour lesquelles la Croix-Rouge et le Poisson-Rouge sont fortement impliqués dans cette thématique. La première est que le Comité international de la Croix-Rouge, au lendemain du largage de la bombe nucléaire sur Hiroshima, le 6 août 1945, cette organisation était la première à être sur le terrain et à constater les effets dévastateurs d'une telle arme nucléaire sur les infrastructures de soins de santé, mais également aussi sur les victimes. Les blessures sont telles que les premiers délégués qui arrivent sur le terrain sont en incapacité de faire face à une telle ampleur et n'ont pas suffisamment les moyens nécessaires pour pallier justement à ces blessures. La seconde raison est que le mandat de la Croix-Rouge et du Poisson-Rouge est un mandat d'assister et de protéger les personnes victimes des situations d'urgence, en ce compris les situations de conflit armé. Et à ce titre, la Croix-Rouge intervient dans les situations de conflit armé pour venir en aide, bien sûr, et donner les soins de santé nécessaires aux victimes, mais également, elle est là aussi pour veiller au respect des règles du droit international humanitaire, assurer sa diffusion et aussi son développement. C'est la raison pour laquelle, donc, depuis 1945, la Croix-Rouge demande très clairement aux États de ne pas recourir, de ne plus recourir aux armes nucléaires et même d'interdire sur le plan du droit international, via une convention internationale, l'utilisation de ces armes. En 2009, comme Ariel Denis l'a expliqué, le débat a eu un impact de nouveau très important sur les conséquences humanitaires d'une arme nucléaire sur le plan international. Et c'est à partir de ce moment-là que la Croix-Rouge a voulu réaborder ce dossier auprès des États. Et c'est ainsi que, en 2011, on a adopté au niveau de la Croix-Rouge et du Poisson-Rouge une résolution, que vous avez ici quelques éléments sur cette slide, qui demande deux choses. La première, c'est de demander à l'ensemble des acteurs de la Croix-Rouge et du Poisson-Rouge de veiller auprès des États à ce que ces armes ne soient plus jamais utilisées, indépendamment même de la question de la licéité. Ici, vraiment, on va au-delà même du droit, mais on s'interroge vraiment surtout sur le plan humanitaire, tout simplement. Vu les effets, on encourage les États à y mettre fin à leur utilisation. Et la deuxième chose, c'est bien sûr, pour prévenir l'utilisation de ces armes, c'est d'établir un instrument juridiquement contraignant visant à mettre fin, à interdire l'utilisation de ces armes et à les éliminer de manière totale. Alors, maintenant pour entrer dans le vif du sujet, donc je vais aborder donc la première partie de mon exposé, qui est consacrée donc à la problématique de l'assistance humanitaire. Alors il faut savoir que les constats qui sont ici émis émanent plus spécifiquement d'une étude qui a été réalisée par le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, de 2006 à 2009. Cette étude énumère la conclusion suivante, et qui était d'ailleurs rappelée aussi par Ariel Denis quand elle a évoqué la conférence d'Oslo en mars de cette année. Le constat est le suivant, c'est qu'au regard des résultats constatés par le CICR, une assistance effective est tout simplement pas disponible sur le plan national pour faire face aux besoins des victimes, et elle est également tout simplement impossible à déployer sur le plan international. Alors il est important que si ce constat a été fait en 2009, il est toujours d'actualité aujourd'hui. Alors je vais ici prendre deux aspects vraiment qu'il faut prendre en considération quand on parle d'une assistance humanitaire. Le premier concerne l'ensemble des défis face auxquels on doit justement donc relever lors d'une assistance humanitaire. Et deuxièmement, j'aborderai également l'investissement nécessaire en termes de planification, de mobilisation aussi des ressources et des moyens logistiques. Alors concernant ici donc le scénario, je parle bien ici d'une utilisation d'une arme nucléaire de faible intensité, de l'équivalent en fait d'une bombe qui a explosé à Hiroshima entre 10 et 20 kilotonnes. Alors parmi les défis qui sont rencontrés, un premier défi qui est important,
c'est de faire face à l'ensemble des besoins des victimes face à l'impact d'une explosion nucléaire. Vous le savez certainement, quand a lieu le largage de la bombe sur Hiroshima en août 1945, un grand nombre de personnes sont mortes directement, immédiatement après, en particulier les personnes qui étaient toutes proches de l'épicentre. Néanmoins, il y a eu des survivants, et on peut imaginer également aussi, dans le cas où un scénario se reproduirait encore de nouveau, qu'un grand nombre de personnes seraient gravement blessées, à la suite notamment de brûlures, à la suite également aussi de ruptures d'organes, et également aussi ces personnes auraient besoin donc des soins de santé nécessaires dans l'immédiat, mais ils auraient aussi besoin de biens de première nécessité, comme l'eau non contaminée, comme également aussi de la nourriture, des vêtements aussi qui sont désinfectés, mais également aussi des abris, afin d'éviter que les victimes soient continuellement exposées aux radiations ionisantes. Il y a aussi, parallèlement à ça, un grand nombre aussi de personnes qui chercheront également aussi à fuir la zone contaminée pour se réfugier ailleurs. Et on devrait faire face éventuellement, en cas d'explosion nucléaire, à un chassé-croisé important entre les différents mouvements de population, avec le risque d'accroître des contaminations de manière croisée, où des personnes qui partent d'une zone contaminée viendraient contaminer également d'autres personnes dans des zones qui initialement n'étaient pas affectées par l'impact nucléaire. Un autre défi aussi très important à soulever, c'est le problème de l'accès humanitaire auprès de ces personnes. Alors, il est important ici de savoir que quand le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, était sur place à Hiroshima quelques jours après l'impact de la bombe nucléaire, 80% des infrastructures sanitaires étaient détruites ou endommagées. Et on constate également que 80 à 90% du personnel sanitaire était tout simplement gravement blessé ou mort, tout simplement. Ce qui veut dire que les pharmaciens, les médecins, les infirmiers n'étaient tout simplement pas disponibles à aider les victimes, les premières victimes de la catastrophe d'Hiroshima. Je dirais le scénario chaotique, les débris, les encombrements causés par l'impact nucléaire rendent aussi tout simplement impossible l'acheminement aussi de l'aide humanitaire auprès des victimes. Une autre problématique aussi qu'on a souvent très peu à l'esprit, c'est le problème aussi de la sécurité aussi du personnel humanitaire. Aujourd'hui, beaucoup plus qu'en 1945, très peu d'organisations ou d'États accepteraient de déployer un personnel d'assistance s'il n'y a pas un minimum de règles de protection qui sont mises en œuvre. Cela veut dire concrètement qu'il y a une responsabilité pour l'organisation internationale humanitaire de veiller non seulement à une obligation de diligence, mais aussi à veiller à ce que clairement il n'y ait aucun risque, ou en tout cas un risque minimum pour le personnel qui accepterait de se déployer sur le terrain. Dans l'état actuel des choses, pour le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, ça semble tout simplement impossible aujourd'hui de veiller en tout cas à déployer une assistance humanitaire tout en veillant à respecter les règles de sécurité adéquates. Une dernière chose que je voulais aussi soulever par rapport au problème, aux défis face auxquels on se trouve, c'est le problème de l'identification d'une instance internationale qui coordonnerait l'assistance humanitaire. Souvent, certains États disent qu'ils ont les moyens de faire face à une catastrophe nucléaire. Mais si on a affaire à une ampleur de ce qu'on a connu à Hiroshima, ou même une plus grande ampleur, il est certainement, en tout cas possible, que dans, je dirais, dans la situation qu'on connaîtrait face à une catastrophe nucléaire, très rapidement, les États feraient appel à d'autres États pour acheminer de l'assistance humanitaire. Et la question d'un mécanisme de coordination, d'un acteur international qui imposerait des normes en matière d'acheminement de l'aide humanitaire se poserait indéniablement, et ces questions ne sont à l'heure actuelle toujours pas résolues. Qui acheminerait l'aide humanitaire? Est-ce qu'on permettrait l'acheminement d'équipements militaires aussi, je dirais, d'un territoire à un autre? Le problème également aussi de la politique de certaines organisations qui n'accepteraient pas tout simplement de déployer un personnel sur le terrain face à des zones contaminées, voire à des zones de conflit armé. Face à cela, il n'y a donc pas de réponse claire sur le plan international. Alors, pour passer également à la slide suivante, il y a aussi le problème de l'investissement aussi qu'on doit faire face pour relever ces défis.
J'en souleverai quelques-uns. Le premier, c'est d'avoir un matériel disponible, approprié, et d'avoir aussi un personnel qualifié qui soit formé à l'utilisation de ces ressources. Ce qui implique du temps, mais aussi de l'argent considérable par rapport à cela. Deuxième un point important en termes d'investissement, c'est la question, bien entendu, du coût financier pour un événement qui a une faible probabilité, mais qui aurait un impact considérable. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a plus eu l'utilisation de bombes nucléaires depuis Hiroshima et Nagasaki, fort heureusement, mais qui aujourd'hui accepterait d'investir en termes d'aide humanitaire, en termes de capacité, pour un événement qui se produirait de manière probable, mais vraiment avec une intensité faible, mais qui, s'il se produit, aurait un impact considérable. Et à supposer même qu'on puisse déployer une capacité au niveau national, la question est de savoir si vraiment cette capacité qui serait déployée serait efficace. Donc là, il y a un choix à faire et qui, pour moi, n'est pas évident sur le plan, en tout cas, d'investissement. Une dernière chose sur laquelle je voulais aussi insister, en termes d'investissement, c'est l'importance, bien sûr, d'identifier les problèmes, les défis ensemble, d'évaluer aussi des normes d'assistance humanitaire standard communes à tous, et surtout de voir un petit peu ensemble les organisations qui seraient susceptibles d'intervenir, qui fait quoi. Et ça, c'est aussi un grand défi, un terme d'investissement important, c'est que les organisations, les États devraient se mettre autour d'une table dès à présent pour pouvoir discuter sur la manière dont ils géreraient une catastrophe humanitaire nucléaire de grande ampleur. Je terminerai par la suite par le dernier point sur l'impact, sur la compatibilité du respect des règles du droit international humanitaire. Je dirais tout d'abord deux choses. La première chose, c'est que le droit international humanitaire s'applique à l'utilisation des armes nucléaires. Et la seconde chose que j'aborderai après, avec un exemple, c'est le problème justement de la compatibilité de l'usage de ces armes nucléaires avec le respect des règles du droit humanitaire. Alors tout d'abord, juste pour rappel, le droit international humanitaire est un ensemble de règles qui a pour but d'atténuer les effets néfastes des conflits armés. Autrement dit, on est là pour non pas statuer sur la légalité ou la légitimité d'un conflit armé, mais on est là avant tout pour veiller au respect, à la protection des victimes des conflits armés. Et vous avez deux types de règles. Une règle qui régit la conduite des hostilités et qui dit tout simplement que le choix des moyens et méthodes de combat n'est pas illimité en droit international. Ça concerne spécifiquement les armes. Et deuxièmement, les personnes blessées, malades ou les prisonniers de guerre, les personnes capturées ont droit, bien sûr, à un minimum au respect de la dignité humaine s'ils sont capturés par l'ennemi. Ces règles aujourd'hui sont prévues essentiellement par les 4 conventions de Genève de 1949 qui sont aujourd'hui ratifiées par l'ensemble des États reconnus au niveau des Nations Unies. C'est vous dire que ces règles sont universelles. Il y a également aussi des protocoles additionnels de 1977 et de 2005 qui s'ajoutent à ces conventions. Je ne rentrerai pas ici dans le détail, rassurez-vous. J'ajouterai également, et ça c'est très important, qu'au-delà de ces règles conventionnelles, il existe ce qu'on appelle la coutume internationale. Autrement dit, en dehors des conventions, indépendamment de la question de la ratification et de la signature d'un texte, il y a des principes autour desquels les États s'accordent à respecter comme étant du droit. Les lois nationales, les déclarations des États, les manuels militaires, les décisions des juridictions nationales ou internationales constituent autant de pratiques qui peuvent faire émerger des règles qu'on s'engage à respecter ensemble sur le plan international. Alors, si on parle justement des règles du droit international humanitaire, et là, la Croix-Rouge se rejoint entièrement l'avis qui a été rendu par la Cour internationale de justice le 8 juillet 1996 quant à la licéité de la menace de l'emploi d'armes nucléaires, c'est que, premièrement, le droit humanitaire s'applique aux armes nucléaires. La Cour, pour ce faire, se base sur la nature, je cite, intrinsèquement humanitaire des principes juridiques en jeu, qui imprègnent le droit des conflits armés et qui s'appliquent à toutes les formes de guerre et à toutes les armes, comme celles du passé, du présent et de l'avenir. Autrement dit, les règles du droit humanitaire sont de portée générale, et même s'il n'y a pas une règle spécifique qui interdit aujourd'hui spécifiquement l'usage des armes nucléaires,
ces règles du droit humanitaire régissent l'ensemble des moyens et méthodes de combat, en ce compris les armes nucléaires. Ayant souligné la pertinence du droit humanitaire, j'ai ici énuméré quelques principes qui pourraient s'appliquer à la conduite des hostilités et plus spécifiquement à l'usage des armes nucléaires. Je le laisse ici pour votre gouverne, je ne vais pas les citer, je vais juste prendre un exemple ici qui est le principe de distinction pour terminer. Que dit le principe de distinction? Le principe de distinction dit ceci: en temps de conflit armé, les combattants ont l'obligation d'épargner les civils et les biens à caractère civil. Ils ne peuvent diriger des attaques armées uniquement à l'encontre des objectifs militaires et des combattants, ou en tout cas ceux qui prennent les armes. Alors, si on constate justement l'application de ce principe à l'égard justement des armes nucléaires, on peut d'ailleurs passer à la slide suivante, on arrive en tout cas à cette conclusion qu'il est difficilement envisageable de voir comment l'usage des armes nucléaires peut être compatible avec ce principe de distinction. On l'a mentionné tout à l'heure en parlant des effets humanitaires et aussi écologiques. L'arme nucléaire provoque de la chaleur, des ondes de choc, des radiations sur une très grande échelle. Cela provoque des souffrances indescriptibles, des blessures, des brûlures, dues notamment à la chaleur, au rayonnement ionisant. Et on peut également aussi constater, si on prend le cas par exemple d'Hiroshima, que une bombe de 13 kilotonnes, comme ce fut le cas à Hiroshima, a eu un impact qui s'est étendu sur près de 13 km², donc 4 km² complètement rasés à la suite des tempêtes de feu. C'est pour vous dire qu'on voit mal comment une arme nucléaire pourrait être dirigée de manière précise à l'encontre d'un objectif militaire. Une dernière chose aussi par rapport à ce principe de distinction, c'est qu'on voit mal aussi comment contrôler les effets des armes nucléaires dans l'espace, mais aussi dans le temps. On pense aux effets immédiats, bien sûr, des armes nucléaires, mais aussi on doit penser aux effets sur le long terme. Je prends un exemple. Les particules radioactives peuvent très bien aussi aller beaucoup plus loin que la zone de l'épicentre. Et à la suite de conditions météorologiques peu avantageuses, comme des vents assez violents, les particules radioactives peuvent très bien les contaminer d'autres zones qui, à la base, n'étaient pas affectées par l'impact nucléaire. Et donc là, après un long moment, après plusieurs mois, on peut encore avoir des civils qui peuvent être touchés par l'impact d'une bombe nucléaire. Alors, que conclure? Eh bien, je dirais qu'il y a deux choses à avoir à l'esprit. La première chose, c'est que face à l'utilisation des armes nucléaires, aujourd'hui, on peut difficilement croire qu'il existe une assistance humanitaire effective, en tout cas tant sur le plan national et sur le plan international. Sur le plan national, elle est en tout cas assez limitée, vu les capacités en tout cas des États. Seuls certains États prétendent avoir une capacité de réaction, et encore, on peut être très sceptique aussi par rapport à la vitesse de réaction face à une catastrophe nucléaire. Et sur le plan international, la situation serait tellement complexe en termes de délimitation des mandats des uns et des autres, qu'il est tout simplement impossible à l'heure actuelle de déployer une assistance internationale. Second constat, on l'a vu ici avec le principe de base de distinction prévu par le droit international humanitaire, on voit très difficilement comment l'usage d'une arme nucléaire peut être conforme au respect des règles du droit international humanitaire. Et c'est la raison pour laquelle la Croix-Rouge, tout simplement, appelle les États en disant que finalement le meilleur moyen, si on veut vraiment respecter le droit international humanitaire, c'est d'interdire l'utilisation de ces armes, via une convention internationale contraignante naturellement. Et pour vous dire également aussi, la Croix-Rouge continuera à s'investir aussi dans le futur, puisque en novembre, les 17 et 18 novembre à Sydney en Australie, tous les acteurs de la Croix-Rouge, donc le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale et les 189 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge vont se mettre autour d'une table pour adopter un plan d'action étalé sur 4 ans qui vise à sensibiliser les différents publics aux conséquences humanitaires des armes nucléaires, mais aussi à encourager également aussi les États à entamer dans les plus brefs délais et avec détermination des négociations en vue d'aboutir à un instrument juridiquement contraignant visant à interdire l'usage des armes nucléaires, mais aussi à éliminer totalement les armes nucléaires. Je vous remercie.